Donc, je commence par remercier le collège, la société tunisienne de m'avoir donné l'occasion de présenter ce sujet assez complexe qui est les mauvaises répondeuses. Donc, les mauvaises répondeuses, c'est des femmes qui se présentent en FIV pour une PMA et puis on se rend compte qu'elles ne répondent pas bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas le taux d'ostradiol attendu, le nombre d'ovocytes, le nombre d'embryons et les grossesses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ces mauvaises répondeuses? Alors, ces mauvaises répondeuses, c'est quoi? C'est une faible réponse à la stimulation ovarienne. C'est une réduction de nombre d'ovocytes et d'embryons et donc une diminution de taux de grossesse. Leur prévalence, elle est de 9 à 24% de la population en FIV. Alors, les mauvaises répondeuses, c'est un taux bas de grossesse. Les normaux répondeuses, on a un taux de grossesse de 34%. Les mauvaises répondeuses, le taux moyen de grossesse ne dépasse pas 14,8%. Alors, l'étiologie, pourquoi on a des mauvaises répondeuses? La mauvaise réponse est fortement corrélée avec l'âge des patientes. Et on a surtout une mauvaise réponse quand la patiente a plus de 37 ans. Et l'âge, c'est un facteur de mauvaise réponse. Ça a été toujours le facteur le plus important. C'est pour ça qu'il faut encourager les femmes à se faire traiter assez tôt, de ne pas attendre la quarantaine ou la périménopause pour faire une FIV, parce que là, c'est raté. Donc, le facteur âge reste le facteur le plus important. Néanmoins, on a des femmes jeunes à faible réserve ovarienne, par exemple l'endométriose sévère, les antécédents de chirurgie ovarienne, un pelvis adhérentiel, une chimiothérapie, une radiothérapie pelvienne, l'obésité et les toxiques tels que le tabac. Alors, les critères de mauvaise réponse. Un ou plusieurs critères sont présents. Quand on trouve un nombre de follicules à l'échographie inférieur à 3 à 5, on va se dire que cette femme sera une mauvaise répondeuse, ne va pas bien répondre à la stimulation. Un taux d'ostradiol inférieur à 300 ou à 500 au moment du déclenchement. Le nombre d'ovocytes recueillis au cours d'un cycle antérieur est inférieur à 3 ou à 6 selon les études. On a nécessité une dose quotidienne moyenne au cours de la stimulation supérieure à 300 unités, c'est-à-dire 4 ampoules, parce que nous, on n'a pas le stylo, on a les ampoules qui sont dosées à 75 unités. Donc, si on arrive à 4 ampoules, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment bien. Sinon, il y a des critères prédictifs avant même la stimulation, c'est l'âge de la patiente, qui est toujours là, le compte des follicules en trop au début de la stimulation qui sont inférieurs à 5 ou à 7 selon les études, et une hormone antimullérienne inférieure à 0,5 jusqu'à 1,1 et un taux de FSH de base AJ3 qui est supérieur à 9,5 ou à 15 selon les études. Donc, avant même toute stimulation, si on a un âge élevé, un compte de follicules en trop bas, une AMH basse et un taux de FSH élevé, on va se dire que cette femme ne va pas bien répondre à la stimulation. Alors, la définition des mauvaises répondeuses, on a une absence de définition précise et uniforme. Les critères retenus sont très variables. On a plus d'une trentaine de définitions. Alors, le facteur principal, on n'arrête pas de le dire, c'est le facteur âge. Donc, les résultats de la FIV sont corrélés à l'âge de la patiente. Une patiente supérieure à 38 ans, elle va avoir une chance de grossesse qui est assez basse. Donc, décroissance du taux de grossesse avec l'âge avancé. Donc, pourquoi l'âge intervient? Il cumule tous les inconvénients, sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Donc, on a une réduction de la quantité du stock folliculaire. Et sur le plan qualitatif, on a une altération de la qualité ovocytaire, et on va le voir parce qu'il y a une augmentation du taux d'anomalies chromosomiques dans les ovocytes de ces femmes âgées.
Et donc, on a également une diminution de la réceptivité endométriale et l'implantation. Ces femmes âgées commencent à avoir des troubles hormonaux, une hyperostrogénie, donc une hypertrophie endométriale. Donc, ça va faire un endomètre qui n'est pas vraiment adéquat à l'implantation. Alors, également, les FSH AJ3. On a une augmentation de taux de FSH supérieur à 12. Sérique AJ3 est corrélé à un mauvais taux de grossesse et donc des mauvaises répondeuses. Donc, des femmes jeunes, mauvaises répondeuses, le taux de grossesse reste acceptable même si on a une augmentation de la FSH AJ3. Alors, le taux de grossesse est corrélé avec le nombre d'ovocytes recueillis. Donc, on a un taux de grossesse entre 0 à 7% si on recueille un ovocyte. Le taux de grossesse monte de 11 à 18 si on a 4 ovocytes recueillis le jour de la ponction. Autre critère, le test des réserves ovariennes. Le compte des follicules en trop et le dosage de l'hormone antimullérienne ont la meilleure sensibilité et spécificité pour prédire une mauvaise réponse. Donc, la prise en charge clinique dans le groupe des patientes étiquetées mauvaises répondeuses reste en discussion tant les définitions restent floues et les traitements sont différents. Donc, ces deux auteurs avaient rapporté près de 41 définitions pour les mauvaises répondeuses sur 47 études randomisées. Alors, en 2011, l'ESHRE a essayé d'adopter une définition et des critères pour des mauvaises répondeuses afin de permettre d'adopter le traitement le plus adéquat. Alors, elle a établi les critères de Bologne. Donc, l'ESHRE, en 2011, a établi des critères pour essayer de faire des groupes et donc d'adopter au mieux le traitement. Alors, on a un risque de réserve ovarienne faible si au moins 2 critères, donc un âge supérieur à 40 ans, ou d'autres facteurs de risque qu'on a vus, tels que la chirurgie pelvienne, les toxiques, la chimiothérapie, antécédent de réponse faible à une stimulation, cycle d'annulation ou au moins 3 follicules, moins de 3 follicules recueillis, un test de réserve ovarienne anormaux, quand des follicules en trop inférieurs à 5, AMH entre 0,5 et 1,1. Si on a 2 de ce critère, on s'attend à une mauvaise réponse. Alors, il est corrélé évidemment à un faible taux de naissance vivante. Alors, on va arriver à cette classification qui a été faite en 2016. Posez donc. Donc, c'est un groupe de spécialistes qui a établi cette classification pour essayer de faire des groupes. Et le but, c'est de faire des études qui sont fiables statistiquement et d'adopter le traitement pour ces groupes. Donc, elle est fondée sur 4 groupes en tenant compte de l'âge de la patiente, des comptes des follicules en trop, de l'AMH et des éventuelles réponses ovariennes au traitement préalable. Donc, la classification, il y a les normaux-répondeuses qui représentent 53 et le posédon qui représente 47%. Donc, ces femmes qui sont des mauvaises répondeuses sont, selon des critères, réparties en 4 groupes. Alors, le groupe A, c'est des femmes qui ne sont pas âgées, inférieures à 35 ans, le compte des follicules en trop supérieur à 5, l'AMH supérieur à 1,2. Avec une réponse suboptimale. Le groupe AA, on a inférieur à 4 ovocytes et le groupe 1B entre 4 et 9. Le deuxième groupe, c'est des femmes âgées de plus de 35 ans, mais les tests, les marqueurs ovariens sont normaux, c'est-à-dire un nombre de follicules en trop supérieur à 5. L'AMH, elle est supérieure à 1,2. Alors, le groupe 3, c'est des femmes jeunes, mais avec des tests de réserve ovarienne altérés, notamment le compte de follicules en trop inférieur à 5. L'AMH, elle est inférieure à 1,2. Et le quatrième groupe, c'est le pire, c'est-à-dire où on a vraiment une assez mauvaise réponse, des femmes qui sont âgées avec des marqueurs ovariens qui ne sont pas bons, donc compte des follicules en trop inférieur à 5 et AMH inférieur à 1,2.
Donc, le premier groupe, c'est des femmes jeunes avec des marqueurs bien, et le groupe 4, c'est des femmes âgées avec des mauvais marqueurs ovariens. Donc, on récapitule. Le groupe 1, c'est des femmes en dessous de 35 ans avec des follicules en trop inférieurs à 5, AMH inférieur à 1,2 avec une réponse suboptimale. Le groupe 2, c'est des femmes âgées de plus de 35 ans avec une réponse ovarienne faible avec des marqueurs normaux. Le groupe 3, c'est des femmes âgées de moins de 35 ans avec une réserve ovarienne faible. Et le groupe 4, c'est des femmes qui sont âgées avec une réserve ovarienne faible. Voilà donc cette classification qui va permettre de guider le traitement, de faire des études larges, de faire des méta-analyses en essayant d'arriver à résoudre le problème de ces femmes qui sont arrivées tard au traitement ou qui sont dès le début, malgré leur jeune âge, en mauvaise réponse. Alors, données importantes. Pourquoi on insiste sur l'âge? Parce que le pourcentage de blastocystes aneuploïdes varie en fonction de l'âge. Et donc, le nombre d'ovocytes nécessaires pour obtenir un embryon euploïde qui est prêt à l'implantation et qui va donner une grossesse, et cette grossesse va arriver à l'accouchement, donc dépend vraiment de l'âge de la femme. Alors, comment obtenir le nombre d'ovocytes nécessaires à l'obtention d'un blastocyste euploïde, c'est-à-dire d'un blastocyste prêt à donner une naissance vivante? 60% des embryons euploïdes ont un potentiel d'implantation élevé, tout âge confondu, sachant qu'après 35 ans, 50 à 70% des femmes ayant des embryons fécondés présentent une anomalie chromosomique type aneuploïde. Donc, si on a 6 embryons, il faut savoir que 3 sont aneuploïdes. Donc, ils ne vont pas donner vraiment une naissance vivante. On estime qu'avant 35 ans, entre 4 et 7 ovocytes sont nécessaires pour l'obtention d'un blastocyste euploïde. Et un minimum de 12 ovocytes serait requis chez des patients de plus de 35 ans. Donc, le nombre d'aneuploïdies augmente avec l'âge. Et comment on peut le savoir, cette euploïdie? En fait, on peut le savoir que si on fait un diagnostic pré-implantatoire, c'est-à-dire on fait une biopsie du trophoblaste et on fait une étude génétique. Il y a certains pays qui le font. Nous, on ne peut pas le faire. De toute façon, ça ne se fait pas en Tunisie. Je pense que ça se fait pour les maladies chromosomiques. Mais pour la recherche d'aneuploïdie, on ne le fait pas. Mais si on le fait, ça coûte cher, mais ça donne un bon. C'est-à-dire que si on va transférer juste les embryons euploïdes, on a un très bon taux de grossesse. Alors, en fin de compte, après avoir énuméré les difficultés, les définitions, comment on va prendre ces mauvaises répondeuses? Comment on va faire? Comment choisir le protocole? Alors, les stimulations ovariennes chez les mauvaises répondeuses. Nombreuses interventions ont été proposées reflétant la complexité de la prise en charge. Alors, les protocoles, comme l'a dit Dr Fadleoui, les protocoles antagonistes, les protocoles agonistes lents et courts, les protocoles courts, 50% des équipes utilisent les protocoles antagonistes en fécondation in vitro. En faveur du protocole lent avec agoniste, moins de taux d'annulation, plus d'ovocytes, on estime que le recueil d'un ovocyte supplémentaire augmente de 5% le taux de grossesse en FIV. Et on a plus d'embryons, mais malheureusement, on n'a pas de différence significative sur le taux de grossesse avec ce protocole lent. Alors, quelle gonadotrophine choisir pour ces mauvaises répondeuses? De la FSH recombinante ou de la HMG? Alors, en faveur de la HMG, on a une augmentation du nombre d'embryons type 1, diminution du nombre d'embryons de mauvaise qualité, non transférables, mais on n'a pas de différence significative sur le taux de grossesse. Alors, pour ces femmes qui ne répondent pas bien, est-ce que le fait d'augmenter la dose va résoudre le problème? Donc, on a étudié 3 groupes chez qui on a donné 300 unités par jour, 450
et 600. Le taux de grossesse clinique obtenu reste comparable. Le taux d'annulation est également comparable. Alors, donc, faut-il augmenter les doses de gonadotrophine? La réponse, c'est pas de bénéfice à augmenter les doses au-delà de 300 unités. Ça ne sert à rien d'aller à 600, la réponse sera la même. Alors, faut-il ajouter de la LH chez ces femmes mauvaises répondeuses? On ajoute la LH pour pallier au déficit de la LH secondaire au blocage par les agonistes. Donc, un essai randomisé portant sur 939 patientes, protocole long, 300 unités de FSH recombinante, comparé à 300 unités de FSH recombinante et 150 unités de LH recombinante. Pas de différence significative sur le taux d'implantation et de naissance vivante. Donc, moins de perte de grossesse dans le groupe où on a ajouté de la LH. Alors, l'addition de la LH chez les mauvaises répondeuses, l'effet bénéfique de la LH chez les mauvaises a fait l'objet, les mauvaises répondeuses, de plusieurs publications. Méta-analyse a montré en 2007 l'addition de la LH augmente le taux de grossesse. D'autres études n'ont pas trouvé ce bénéfice. Donc, on a également deux méta-analyses 2012-2013. Pas de différence significative sur la dose, la durée, le nombre d'ovocytes et surtout le taux de grossesse. Mais l'addition de la LH chez les mauvaises répondeuses reste encore débattue et on a une tendance vers l'effet bénéfique sans niveau de preuve suffisant, c'est-à-dire reste à confirmer. Alors, la diminution des doses des agonistes dans les protocoles agonistes. Parce que les agonistes, on les utilise pourquoi en FIV? Pour bloquer le pic prématuré de LH. Parce qu'en en stimulation, en FIV, on a des doses supraphysiologiques de E2. Et si la E2 augmente plus de 300, c'est le taux de E2 circulant qui va stimuler l'hypophyse pour déclencher le pic de LH. Donc, on peut être avec 4-5 follicules à J4 ou J5, l'hypophyse ne reconnaît pas une taille de follicule, elle va reconnaître un taux circulant de LH, qu'il provient d'ostradiol, qu'il provient de 3 petits follicules ou d'un follicule mature, ça va être la même chose. Donc, si on est en stimulation multifolliculaire, le pic de LH peut provenir à J7, J8. C'est pour ça qu'on utilise qu'il faut bloquer avec les agonistes ou avec les antagonistes. Mais ce blocage va diminuer, la réponse ovarienne. Donc, le protocole long, on n'utilise plus le protocole A3-LPA parce que ça donne une très mauvaise réponse. Les protocoles, même longs utilisés, on utilise le DK01. Donc, on commence avec une ampoule et on diminue de la moitié quand on commence à donner des gonadotrophines. Utilisation à la dose de 0,5, donc une demi-ampoule, ou alors il y a des protocoles qui arrêtent carrément de donner les agonistes quand on commence les gonadotrophines. Alors, protocole FLERAP, c'est le protocole court où on va, parce que les agonistes, ils vont donner un FLERAP, ils vont stimuler d'abord l'hypophyse, puis après une désensibilisation. Donc, on va profiter de cet effet FLERAP pour stimuler encore plus les ovaires. Donc, et on n'a pas de suppression préalable de la sécrétion ovarienne. Alors, les protocoles antagonistes, où on va utiliser le cétrotide, va éliminer le risque de survenue d'un pic prématuré sans désensibiliser les ovaires. Donc, on va avoir un taux d'ostradiol endogène avec ce qu'on donne comme traitement. Alors, méta-analyse, les antagonistes versus agonistes, sur l'ovocyte ponctionné, le taux d'annulation, il n'y a pas une différence. Cependant, d'autres études prospectives avec large échantillon sont nécessaires. Alors, d'autres types de stimulation, la double stimulation au cours du même cycle, le duostime, pour avoir plus de
d'ovocytes, on va stimuler, ponctionner et puis restimuler et ponctionner une deuxième fois dans le même cycle. Donc 81 patientes, augmentation de taux de grossesse de 7 à 15. Mais il faut des études plus larges pour confirmer. Il y a aussi le cumul ovocytaire. Ces femmes mauvaises répondeuses vont par cycle donner 1 ou 2 ovocytes. Et donc, on va cumuler, on va congeler ces ovocytes. Et quand on a un nombre adéquat, on va faire la fécondation. Et donc, ce protocole permet une augmentation du nombre de grossesses dans le groupe cumul versus ovocytes frais, 36 à 23%. Mais c'est des séries qui sont assez petites et ne permettent pas de tirer des conclusions. Alors, le cycle naturel, on va essayer, on va se dire si un follicule est bien, il va arriver naturellement à maturité et il va être euploïde, il va être de bonne qualité. Donc, on va laisser la nature faire les choses. En plus, on a un endomètre de meilleure réceptivité car non perturbé par l'effet délétère des doses supravisiologiques d'oestrogène, d'ostradiol. Donc, le cycle naturel, soit le cycle naturel frais ou le cycle naturel modifié, on va donner de la FSH pour des antagonistes pour ne pas avoir une ovulation prématurée et abandonner le cycle. Donc, conclusion pour le cycle naturel, l'utilisation des cycles naturels chez les mauvaises répondeuses, une approche moins invasive et moins coûteuse, mais le taux élevé d'annulation ne permet pas de la recommander en première intention. Comme tous les protocoles n'aboutissent pas à une bonne réponse et à un bon résultat, on a pensé au traitement adjuvant. Bon, on a l'ostradiol en phase lutéale, Dr Fadleoui a vraiment parlé de ça. Et donc, je veux écourter. On a le deuxième traitement adjuvant, à part l'ostradiol, c'est l'hormone de croissance, l'AGH. L'AGH joue un rôle dans la stéroïdogénèse, augmentation de l'IGF, donc rôle important dans la fonction ovarienne. Donc, l'AGH, l'adjonction, bénéfice avec addition chez les mauvaises répondeuses, avec un niveau de preuve insuffisant. Le traitement par GH, 8 unités par jour, améliore la réponse ovarienne, la qualité des ovocytes, le taux de grossesse, mais c'est des petites séries. Alors, les androgènes, vraiment, on les utilise, on les prescrit, ils augmentent la réceptivité de la FH, la croissance des follicules préentraux et diminuent l'atrésie folliculaire. La testostérone, donc une méta-analyse en 2015, augmentation de chances de grossesse passant de 8% à 10 à 32%. Alors, la DHEA, c'est sous forme de comprimé, stimule la croissance folliculaire, augmente le IGF-1, essentiel pour la stéroïdogénèse, augmentation de la production d'ovocytes. Elle est commercialisée sous forme de comprimé. Il vaut mieux la prescrire même 3 mois avant la date de début de la stimulation. Donc, l'ADH, conclusion, l'utilisation de la DHEA chez les patientes qualifiées semble efficace. Des larges études randomisées contrôlées pour confirmer cette constatation. Donc, la coenzyme U10, c'est dans le même cadre. Et on peut ajouter le citrate de clomifène en début de stimulation. Le clomide ou le serpafar, ont montré peut augmenter le nombre d'ovocytes, nécessiter d'autres études prospectives. Le létrozole également, donc nécessiter des études plus étendues, et autres adjuvants, l'aspirine, les corticoïdes, mais on n'a pas d'études qui ont montré l'efficacité à coup sûr. Alors, la conclusion, mauvaise répondeuse est un problème qui n'est pas encore résolu. Des essais contrôlés, randomisés à grande échelle sont nécessaires pour répondre à cette question. J'insiste sur l'effet de l'âge, donc encourager les femmes à se faire traiter, à se marier, à avoir des enfants assez tôt. Donc, nouvelle étude plus homogène, résultat ininterprétable. Et je vous remercie. Et j'ouvre l'horizon pour le rajeunissement ovarien, puisque tous ces protocoles n'aboutissent pas à grand-chose. Donc, tout le monde n'y croit pas trop, mais je pense que si ça a été validé en orthopédie, tel que la PRP,
Pourquoi ne pas faire des études pour ouvrir d'autres portes? Je vous remercie.